Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma. Autour de la table, Julien, Fred, Jérém. Bonjour. Je pense que cet épisode va amener son lot de débats, encore une fois, puisqu'on va y parler de Joker Folie à 2, qui a déçu beaucoup de monde, à droite et à gauche. En rattrapage, il y a pas mal de films qui ont attiré notre attention. On aura Emmanuel, l'histoire de Suleiman, Terrifier 3, The Apprentice, c'est votre programme de la première partie de DCP. En deuxième partie, les chiffres de Jérém, et je suis le détenteur de la carte Joker. Et comme d'habitude, on commence par les actus. Jérém. Pour Magnus, je vais vous parler d'un film qui est sorti hier, en temporalité mercredi dernier pour les auditeurs, qui a fait un peu l'événement car Terrifier 3 s'est fait interdire aux moins de 18 ans directement, et comme beaucoup l'ont fait remarquer, ce n'était pas arrivé depuis Saw 3, donc pour un film d'horreur, donc ça fait 18 ans que ça n'était pas arrivé. Mais pourquoi je veux en parler ? Il est sorti hier, comme j'ai dit, et les chiffres du démarrage sont donc tombés, et sont étonnamment, surprenamment bons. Surprenant à moitié, car la fanbase du film s'est massivement mobilisée sur les réseaux pour promouvoir la sortie du film. Mais il faut savoir que le film s'est classé deuxième des sorties du jour, avec 45 012 entrées derrière le robot sauvage. Alors, je m'attendais pas à autant, pour tout vous dire, mais pour vous donner un ordre de comparaison, c'est moins que le premier jour de Saw 3 quand même, qui avait fait 74 910 entrées lors de son premier jour, et qui était pareil, deuxième, derrière un autre gros film en face, qui était Casino Royale. Mais c'est ouf parce que je pense que beaucoup de gens sont allés le voir parce qu'ils n'avaient pas du tout vu les deux précédents. Ils sont allés voir pour l'interdiction. Je pense que beaucoup de gens se sont dit waouh, moins de 18 ans, let's go. Ah bah l'interdit, ça attire. Hein. Ça attire. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Moi j'ai envie de le voir juste pour le dire, parce que c'est vrai que c'est pas souvent que ça sort, un film interdit moins de 18 ans, donc Pour le panache. le panache. Fred. Et ben moi on reste sur des trucs totalement opposés au gore et aux trucs un peu dégueulasses, parce que en fait les Razmoket, petite série d'amis. Non, mais c'est trop ma Cette transition est petite ouf. transition, mais imagine un Razmoket Terrifier. Techniquement c'est un peu ça Terrifier 3. Mais bref, on en parlera tout à l'heure. Donc les Razmoket va avoir droit à une adaptation. Il y avait déjà eu un film qui était sorti dans les années 90, en 98. Mais là le film cette fois-ci va être adapté sous la forme d'un film à la fois en vue réelle et en même temps en animation en CGI. Oh. Donc ça paraît un peu bizarre, parce que bon, moi j'imagine bien un film d'animation, vous voyez les Simpsons en CGI dans de la vue réelle, ça existe. Quoi d'autre, Bob l'éponge en CGI avec de la vue réelle, ça existe aussi. Winnie the Pooh, film d'horreur là. Je crois que c'est qu'en vue réelle là. Ouais, C'est ouais. qu'en vue réelle. Ouais, de toute façon c'est pas bon, alors ça sert à Mais rien. du coup, les Razmoket en CGI plus de la vue réelle, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais voilà, on attend de voir ça. Et... C'est très Cartoon Network en fait, parce que Nickelodeon. Ouais. Parce que Bob l'éponge, Razmoket, Oui, c'est oui. Même studio. Hein. Ouais. Julien. On va parler de comédie musicale tout à l'heure, mais si je vous dis qu'un film très connu vient d'être adapté en comédie musicale à la scène musicale à partir de ce soir, donc jeudi 10 octobre au moment de l'enregistrement, vous me dites. La haine. Et oui, effectivement, Ah oui La haine de Mathieu Kassovitz est adaptée en comédie musicale. C'est très surprenant, mais c'est très intéressant. Donc voilà, pour le rappel, La haine, c'était le film de Mathieu Kassovitz qui parlait de la banlieue, des violences policières, et qui était sorti dans les années en 1995. Exactement. C'est ça, 1995. Et comme il le disait récemment, c'est vrai que son film, il ressort assez souvent dans la culture populaire ou même dans l'actualité. Et là, il sera disponible en comédie musicale. Et sans l'avoir vu du coup et sans savoir plus, ça m'a pas l'air du tout incohérent avec ce qu'est le film finalement. Parce que la comédie musicale, c'est quelque chose qui met énormément de choses sur l'expressivité, c'est ce qu'est le film, la haine, la colère, voilà. Il y a un côté un peu onirisme dans la haine. Donc, Avec la vache. Oui, puis j'ai une scène de danse là à côté d'un punching ball en tête. Ouais. Mais, moi je veux voir les vocalistes devant c'est à moi que tu parles dans le Non miroir. mais c'est vrai qu'il y a un regain d'intérêt pour la haine, parce qu'il y a plusieurs acteurs américains qui ont mentionné la haine comme faisant partie de leur film préféré. C'est les trucs Letterboxd de 4 films. Bah écoutez les gars, prochain DCP, on parle de la haine comédie musicale. Et puis l'année prochaine, ça a 30 ans quand même. Hein. Ressorti, je pense, Et- l'année prochaine. Ressorti 4K. Voilà. Raphaël Nadal a pris sa retraite. Oh. C'est quoi le rapport Mais avec Owen, le ce n'est cinéma? pas du cinéma. Vos gueules. C'est tout tellement triste. C'est tout. Je suis abasourdi, c'est tout. Je C'est savais. vieux, il a était une un peu belle blessé, carrière. hein. En vrai, il a une belle carrière, Owen. Faut être content pour lui. Ah, mais il y aura un documentaire sur lui comme Voilà, ça. il y aura des films sur lui. Le biopic de Nadal. Ce sera joué par Quenard. Mais voilà. Non, sérieux, quel acteur pourrait incarner Nadal? Non mais faut absolument un acteur hispanique ou pas? Ça dépend. Bah ouais, du coup. Antonio Banderas. Vraiment, c'est le premier nom, quoi. On est vraiment des connards. Non, je pensais à Javier Bardem aussi, mais Ouais, bon. bah on est vraiment des connards. Pedro Pascal.
j'ai assez tergiversé avec mon tennis. On va parler du film qui fait fâcher beaucoup de monde. 5 ans auparavant, Todd Phillips changeait radicalement la tournure de son cinéma en faisant un film dédié au Joker, et oui, lui qui était pourtant un habitué des Very Bad Trip. Il en faisait peut-être malgré lui l'icône de la lutte des classes occidentales, l'image de l'insurrection et du ras-le-bol des petites gens face aux grands riches qui régissent la société. Les gens étaient hypés de voir une suite avec Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn. Et bon, je pense qu'on a tous ouvert Twitter et vu que les gens n'ont pas aimé Joker 2. Mais nous, est-ce qu'on n'a pas aimé Joker 2 ? Mais est-ce que les gens l'ont pas aimé pour les bonnes raisons aussi ? Parce que les gens l'ont pas aimé pour les mauvaises raisons et d'autres pour les bonnes. C'est le sujet. Ah ouais, c'est Oui. tout le sujet du film en plus, putain. Il y a 2 ans, le nom d'Arthur Fleck a frappé Gotham comme un ouragan. Le procès du siècle. Ces gens s'imaginent qu'Arthur Fleck est une sorte de martyr. Il n'en est rien. C'est un monstre. Quand j'ai découvert Joker, quand je t'ai vu, pour la première fois de ma vie, je me suis plus sentie si seule que ça. À quelques jours de son procès pour les crimes commis sous les traits du Joker, Arthur Fleck rencontre le grand amour et se trouve entraîné dans une folie à deux. Déjà, c'était quoi votre ressenti ? Parce que il y a des gens autour de la table, je connais très bien le ressenti de certains. C'était quoi votre ressenti sur le Joker ? Le premier Le Ouais. premier. Je re-regardais mon top 2019 et j'avais mis en deuxième quand même, juste après Ah par ouais hasard. Moi- J'avais vraiment... Non, mais c'est une claque Joker. En fait, il faut quand même rappeler qu'à ce moment-là, 2019, dans la production de super-héros, on ressort d'un DC Universe totalement raté et c'est la fin du grand Marvel avec Endgame. Et là, on te sort Joker. Joker en plus qui chope le Lion d'Or à Venise. C'est vrai. Donc la proposition était assez étonnante et très très différente de ce qu'on pouvait voir maintenant. C'est-à-dire que là maintenant tu vois par exemple le dernier Batman qui a ce côté beaucoup plus sombre, qui est teinté un peu de ce qu'avait pu faire Joker. Il n'y avait pas ça à l'époque. Pour moi c'était vraiment une grosse claque, quand bien même on pourra lui reprocher de juste recycler La Valse des Pantins et Taxi Driver. Moi j'avais trouvé ça bien mené, puis surtout j'étais épaté de voir 3 films de 3 nationalités différentes sortir la même année qui parlaient un peu du ras-le-bol général de la société. Il y avait Parasite, enfin en tout cas il y avait Parasite, Joker, et en France on avait Les Misérables qui parlaient de ce gros fossé de société. Et moi j'avais trouvé ça bien mené, je trouvais qu'on s'ennuyait peut-être un petit peu au milieu, mais dans l'ensemble la perf était là, la perf de Joaquin Phoenix, il y avait une super photographie, moi c'est ce que j'ai retenu le plus. Et puis voilà quoi, le Joker c'était devenu plus qu'un simple fou, c'était une icône, c'était devenu vraiment un masque. T'avais eu tout le mouvement des Gilets jaunes qui Ouais, est voilà, arrivé au même moment. Ça avait du sens en fait quand Ça c'est avait sorti. beaucoup de sens en France par exemple. Et Jérémy lui, Alors là, moi, c'est tout l'inverse. Hein. Moi, c'est justement l'overréaction, j'ai envie de dire, qu'il y a eu envers ce film qui m'a fait totalement détester. Alors qu'au début, j'étais pas non plus en train de le détester. Hein. Je trouve que je continue à trouver que la photographie du film reste très belle, du premier Joker. Mais les gens en ont trop fait et ça m'a fait chier comme pas possible, quoi. Enfin, on avait l'impression que Joker avait inventé le cinéma à lui tout seul, et c'est ça qui m'avait saoulé le plus. Intrinsèquement, le film en lui-même, oui, la photographie est belle, la performance de Joaquin Phoenix, elle est très bonne, mais putain, je m'emmerde. Oh. Je suis désolé, je m'emmerde. Et enfin, moi, de toute On façon. parle pas du 2 là, on parle du 1. Oui, je sais. T'as un nombre incalculable de scènes iconiques quand même dans le 1, que ce soit la Oui. scène de l'escalier, la scène de danse dans les... C'est iconique, c'est pas pour autant que je trouve ça bien. Ah ouais, mais pourtant, je trouve Bah que ouais. enfin, même juste la scène de fin avec Murray, Mm. elle est coup de poing. Non, mais il y La a- scène de fin dans Gotham, il y c'est a assez plein de incroyable. passages qui sont devenus cultes et que 5 ans on continue de ressortir. Puis même quand tu penses Joker, c'est fou que personne se serait attendu, parce que quand on pense Joker, on pense plus Heath Ledger. Maintenant, on pense Joker, on pense Joaquin Phoenix. Bah oui. Mais oui, mais c'est bien toute cette overréaction qui m'a fait dire que, bah non, quoi. C'est vraiment, tout le monde s'est branlé sur le message, sur le message du film, et on va pouvoir faire la transition avec Joker 2. Todd Phillips est en train de dire j'ai mal fait mon taf parce que vous avez pas compris ce que je voulais dire avec le personnage. Ouais. Voilà. C'est ça, hein. Ouais. C'est Joker 2, c'est un aveu d'échec de la part de Todd Phillips qui vient dire le grand public n'a pas compris ce que j'ai voulu faire avec mon film, donc du coup je refais ce que j'ai dû faire sur le premier film, encore plus explicitement, pour que vous compreniez enfin le message que je voulais faire avec ce personnage-là. Sauf que Todd Phillips a oublié qu'en fait, à partir du moment où un film est sorti, il ne t'appartient plus. Le discours que tu as laissé, en tout cas les images que tu as délivrées, apportent le discours que les gens interprètent. Les gens interprétaient le Joker comme
ce qu'il est, donc c'est-à-dire une icône de l'insurrection et du ras-le-bol des petites gens. Il entre donc en contradiction avec la vision de beaucoup de gens qu'il a créé malgré lui. C'est pour ça que je disais, les gens ne l'aiment pas pour ne l'aiment pas pour les mauvaises raisons en fait. C'est parce que les gens se sont vraiment attendus à avoir un Joker 1 bis, donc ce côté très violent, ce côté très critique. Déjà en fait qui ne pouvait même pas avoir lieu même d'un point de vue scénaristique. En fait tu sens que le premier film est conçu pour être unique, qu'il n'a pas besoin de suite, et c'est peut-être le gros problème du film, c'est que tu sens très vite en fait tu sens très vite du désintérêt parce que le film n'a pas vraiment de raison d'exister. Todd Phillips, je crois qu'il voulait pas du tout réaliser une suite. Que ce soit Joaquin Phoenix, Todd Phillips, c'est vraiment les producteurs qui ont un peu forcé la main et qui ont fait que Todd Phillips était obligé de réaliser une suite. Regarde, Todd Phillips a rien fait depuis Joker en termes de réalisation. Donc je pense qu'il a vraiment réalisé un film en se disant écoutez, vous me demandez de faire une suite, je vais vous faire une suite, mais pas dans ce que vous attendez quoi. En fait. Mais effectivement, comme tu dis, Jérémy, il y a cette histoire de de corriger le tir dans le sens où vous n'avez pas compris le film, et donc je vais vous re-expliquer ce que je voulais dire dans le premier. Sauf que effectivement, c'est un aveu d'échec dans le sens où il s'est un peu planté dans le premier. Même s'il a créé un film culte, parce que maintenant le Joker premier du nom, c'est un film culte. Il n'empêche que la démarche de son deuxième, elle est ratée. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un film intéressant, mais dans les faits, on se fait vachement chier. C'est raté. Le fond est vraiment intéressant, c'est même audacieux en fait ce qu'il a fait, parce qu'il savait qu'il allait pas du tout réjouir la plupart des spectateurs. Mais en même temps, la forme, quoi. Mais mec, tu fais un film, quoi. Ça manque de rythme, hein. Ça manque de tout, c'est vide. Ce qui pouvait déjà être un peu le cas dans le premier, hein. On pardonne beaucoup au premier pour les scènes cultes, mais il y a des creux. Oui. Le 2, c'est que du creux, là. Hein, j'ai envie d'un kebab après, moi. Ça reste un mec qui vient quand même de la comédie de base, hein, Todd Phillips. Et je pense que ça se sent dans ce genre de scène. Tu prends, après je dis ça, mais je connais que les Very Bad Trip de Todd Phillips. Hein. Je sais qu'il a fait quelques autres réalisations. War Dogs. Mais par exemple, dans un film comme Very Bad Trip, par un moment de creux, c'est pas un souci, parce que tu peux pallier ça avec de l'humour. Tu peux toujours trouver une scène comique. Là, tu les as pas, les scènes comiques, et tu sens ce besoin de pallier ces moments de flottement. Par le recours à la comédie musicale. Alors, le recours à la comédie musicale, je trouve que dans l'ensemble est très intéressant et même super intelligent dans bien des points, notamment par exemple le fait de jouer sur la réalité ou non des événements, quand dans une comédie musicale, en fait, ce qui est chanté appartient à la digeste du film, enfin, ça va de soi, et là ça joue notamment, je pense pas à la première partition musicale où on comprend que c'est dans la tête d'Arthur Fleck quand il regarde la télévision. Ça c'est super intéressant par exemple, mais tu sens très vite que tu as cette besoin de pousser la chansonnette très gratuitement, et pour faire de la paraphrase, en fait, c'est-à-dire que ce qui a été expliqué cinématographiquement dans la scène qui précède, avec les dialogues, la mise en scène, est redit par la comédie musicale, donc ce qui n'est pas du tout nécessaire. Est-ce que Todd Phillips considère pas son public comme des abrutis pour asséner à ce point son sujet? Un peu, non? Ce qui peut être vachement vexant finalement pour le public, et je comprends que beaucoup de personnes se soient froissées face au film. Après, je trouve que les gens s'insurgent parce que la comédie musicale, alors que c'est même pas le vrai nœud du film, c'est même pas le vrai problème du film, c'est qu'en soi il est ultra maladroit dans tout ce qu'il veut dire, voire même très prétentieux, et ça je peux comprendre que tu sois froissé quand tu regardes ça. Ouais, parce que en fait t'as utilisé le terme, j'avais pas trouvé le terme, mais la gratuité, ouais, c'est gratuit en fait les numéros musicaux, parce que tu te demandes ce qu'ils foutent là pour certains. Parfois il y en a plusieurs qui s'enchaînent d'affilée, je vois pas l'intérêt. Surtout que pendant la première demi-heure il y en a quasiment pas, et ça va crescendo. Après, est-ce que c'est aussi pour symboliser cette montée en puissance de la folie de Arthur Fleck? Parce que finalement c'est de ça dont parle un peu le film, c'est cette question de, et c'est ce qu'est même le Joker Folie à deux, c'est que Arthur Fleck a été le temps d'un instant le Joker en laissant glisser sa folie, mais il est devenu quelque chose qu'il ne voulait pas être. C'est-à-dire, encore une fois, cette icône de l'insurrection des petites classes. Et tout le film porte sur la question de est-ce qu'Arthur Fleck est prêt à re-endosser le rôle du Joker, à redevenir fou, de la même manière que est-ce que Todd Phillips est prêt à re-endosser ce rôle de réalisateur de premier Joker et ce discours, alors que c'est finalement pas ce qu'il veut faire. Oui, et c'est pour ça que tu as toute cette question de, notamment dans la défense, dans la partie procès du film, de est-ce que le Joker était... fou, et était-il, je sais plus c'est quoi le terme Est-ce qu'il avait un trouble dissociatif de l'identité? Oui, c'est ça, et du coup, s'il était responsable de ses actes, voilà. S'il était responsable de ses actes ou non. Et donc c'est ça, c'est le nœud du film, savoir quelle est son identité. Est-ce qu'il est à la fois Arthur Fleck qui se maquille en Joker, qui devient le Joker, ou il était unique, le seul et la même personne? Et c'est pour ça que je trouve que la séquence d'introduction hyper intéressante, parce que ça résume en fait le message du film. Mais elle est super en plus, et elle est super, c'est pour ça que le film est très intéressant, et c'est dommage qu'on se fasse autant chier, parce que sinon ça aurait pu être un très bon film. Et je dis ça alors que pourtant je partais défaitiste comme pas possible, je me suis dit je vais détester le film quoi qu'il arrive, mais encore une fois, ça c'est ce qu'on décortique du discours sous-jacent, mais ce que le film affiche en gros pendant
2h20, c'est le discours sur le traitement des maladies mentales aux États-Unis, contextualisé peut-être dans les années 90, mais encore, je pense que c'est plutôt. Bon, c'est encore avant. Hein, Ouais, non, mais je pense que de toute façon, le discours veut s'adapter au monde moderne. Mais de 1, ça manque de nuances, de 2, c'est pas nécessairement ce que les gens attendaient, de 3, ça manque d'épaisseur, alors que le film avait bien plus de matière à aborder. Bah, l'épaisseur, moi je pense à Lady Gaga. C'est quand même un film qui te promet une tête d'affiche. En fait, Joaquin Phoenix et Lady Gaga vraiment sur le même piédestal en fait. Lady Gaga, comme ce qu'avait pu faire Todd Phillips dans le premier film, en fait les personnages féminins ils ont aucune épaisseur quoi. Parce que le premier film aussi finalement se concentre vraiment sur Arthur Fleck. On s'en fout un peu du reste. Et là le 2 c'est la même chose quoi. Lady Gaga est vraiment là juste pour chanter et... Lady Gaga, elle est censée être un peu la représentation de toute cette masse de personnes qui est devant le tribunal et qui attend d'Arthur Fleck à ce qu'il redevienne le Joker. Donc elle est censée symboliser et être le personnage qui image cette idée. Et au final, encore une fois, il n'en fait pas grand-chose et il réduit presque ce personnage à juste cette copine qui attend de lui quelque chose. Mais voilà, ça manque de nœud narratif, ça manque d'enjeu. C'est ça, en fait, avec notamment ce qui est intéressant avec le personnage d'Harley Quinn, c'est que c'est une personne qui est obsessive du Joker. Donc qui crée elle-même sa vision du Joker. Et dans tout ce que proposait Todd Phillips, c'était intéressant d'utiliser ce personnage pour montrer que Arthur Fleck n'était pas le Joker, n'est pas le Joker attendu par Harley. Mais pour revenir justement sur tout ce manque de nuances, je pense que le terme qui pourrait vraiment définir le film, c'est aussi le mot grossier. Parce que tout ce que veut faire Todd Phillips est souvent grossier. Très peu de nuances, il met toujours les deux pieds dans le plat en fait quand il veut faire quelque chose. Et je pense que tu le vois, ça c'est très bien symbolisé par le fait qu'il doit passer par le procès. Donc tu as vraiment un face-à-face entre une accusation et une pseudo-défense pour essayer de faire défiler le propos de son film. Oui, pour moi, le personnage de Harley Quinn, là, c'est une représentation du public. Qui a vu Joker, très clairement. Bien sûr. C'est pour ça que c'est, encore une fois, très intéressant. Et c'est peut-être pour ça que le personnage paraît être là sans être trop là, en fait. Parce que si c'est une représentation du public, oui, le public, il a beaucoup aidé à la grandeur du film Joker, donc à ce Joker-là en lui-même. Mais tu vois, derrière, du coup, t'en fais quoi si vraiment, dans le but, si le but de Todd Phillips avec ce personnage, c'était de faire un parallèle avec le public qui a vu son film Joker, tu veux faire quoi avec cette idée comme truc narratif avec cette idée quoi. Après j'ai l'impression qu'il y avait aussi une volonté de Philippe lui-même de s'auto-saboter. Par exemple quand tu sais qu'il a refusé les projections tests, ce genre de choses, vraiment une volonté de dire on en finit, on balance le bébé et on n'y revient plus. Oui, puis il a clairement dit voilà. Pas de 3. Pas de 3, vous me reverrez plus chez DC. C'est presque comme il jette ça aux ordures et puis c'est terminé quoi. Là j'aimerais bien revenir sur un aspect un peu plus formel du film, c'est-à-dire que dans les 30-40 premières minutes du film, ça se passe essentiellement dans l'hôpital psychiatrique, mais après le film devient justement... Alors, le film devient un film de procès, et je disais justement que la comédie musicale, elle commence vraiment au bout de 30-40 minutes de film, et est-ce que c'est pas un peu... Ça ne s'accorde pas très bien, cette histoire de mettre du procès, faire un film de procès musical. Est-ce que l'exercice de style était déjà voué à l'échec dès le départ, ou est-ce que c'est juste il l'a raté ? Je pense que c'est ça le procès musical fonctionne pas, parce que les deux premières scènes musicales que tu as avant le procès, où il y en a peut-être 3, mais sont celles dont je parlais, qui est très bien, où ça joue sur les codes de la comédie musicale, réalité, fiction. Et la deuxième, c'est la pseudo-évasion avec Harley Quinn, justement, où en fait elle est excellente, puisque en termes de dynamisme, en fait on retrouve de la chorégraphie à l'intérieur même de la prison. C'était de fuite, c'est-à-dire même de caméra où tu vois les agents courir dans tous les sens avec la musique qui se lance. Et là, on est sur des vraies propositions de comédie musicale. Et une fois que tu arrives dans le procès, en fait, on est prisonnier de la fixité, c'est-à-dire qu'on a ce côté vraiment de chant contre chant entre accusé et juge. Et c'est la même chose avec la partie musicale où ça reprend l'idée d'une sorte de late show, donc le late show comme il était avec Murray et Robert De Niro. Et voilà, ça a très peu de dynamisme en fait, c'est très fixe. Non, si, par rapport aux parties musicales, moi je trouve que Joaquin Phoenix c'est pas le plus grand chanteur d'Hollywood, je pense. Pourtant, il a fait le biopic sur Johnny Cash. Johnny Cash. Je sais Après, bien, je crois que ce qui a été voulu, c'est que justement, il voulait que les personnages soient pas des chanteurs pros, quoi. Je crois que justement, Lady Gaga a fait exprès de pas très bien chanter. J'allais en venir justement voilà. à Lady Gaga qui je trouve qui est pas non plus oufissime. Non, mais justement, c'était fait exprès pour justement que ce soit pas non plus une performance parfaite de chant. Que ce soit des personnages comme tout le monde qui chantent comme tout le monde, quoi. Mais c'est dommage que l'idée de comédie musicale pouvait donner une bonne continuité à Joker, puisque le premier Joker, on est dans l'idée de l'humour, de l'humoriste raté, et donc là, avec l'enfermement mental, en fait, la comédie musicale comme seul moyen d'expression, c'était vraiment faisable sur le papier. Et puis après, moi, je garde en tête que le film est regorge d'idées de mise en scène, qu'il arrive assez bien à exécuter dans les parties
de comédie musicale, mais que bon, le film est surtout brillant dans sa mise en scène quand il ne chante pas. 3-4 plans, moi, qui me restent très 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 fort en tête. Il y a ce plan séquence là à la fin, là, le plan séquence. Après l'explosion. Voilà, l'explosion, elle est dans le trailer, donc on l'a tous vu. Mais cette séquence-là, elle est quand même giga impressionnante. Ça fait beaucoup penser à Nolan, au Batman de Nolan, cette séquence. Ah ouais moi, je trouve que cette grosse séquence d'explosion avec une fuite en voiture et tout, ça me fait penser au braquage du début de Dark Knight. Moi, ça m'a fait penser au Fils de l'homme. Ah oui, pas faux. totalement. Pas faux, pas faux. Surtout avec la caméra portée, oui. Voilà, carrément. Les Fils de l'homme, puis le côté. Non, mais En même fait, pas dès son- qu'on quitte le tribunal, pardon. Ouais, Ouais, non, mais quitte le tribunal. même pas forcément ce plan, mais c'est vrai que le film a des plans magnifiques. La photographie, encore une fois, elle est super belle. Hein, mais je me souviens de ce plan là où il est dans sa cellule. Voilà, Voilà, et incroyable. je sais plus comment t'appelles ça, mais mince. L'écoutille, je crois, enfin, je sais pas si c'est une écoutille ou je ne sais pas. Ouais, la petite ouverture. Voilà, la petite ouverture, il est cadré. Il y a un surcadrage du coup qui est fait. Ensuite, les lumières elles s'éteignent, donc tu vois plus que ça. Enfin, À travers les faisceaux à de travers lumière à les- l'arrière, voilà, la luminosité via la bougie, la cigarette, c'est quand même vachement inventif. c'est ça. Mais même le fameux plan de perspective en soi est très beau. C'est juste que tout le monde s'est extasié comme pas possible au moment du trailer. Voilà. Bon, c'est juste Oui. une perspective, mais en soi, si tu remets en contexte, oui, c'est une très bonne scène aussi. Et C'est c'est une plein très de, bonne idée. c'est un film qui a plein de petites idées de mise en scène, mais qui font jamais corps les unes avec les autres. Mm. Mais même ce plan là où Joker et Harley Quinn ils s'embrassent pour la première fois, où t'as le projecteur qui arrive face caméra, t'as le feu derrière, Oui. enfin, c'est magnifique. Ah, mais pour moi, les 30 premières minutes sont brillantes. Hein. Honnêtement, quand je suis arrivé, je m'attendais à rien, j'avais très peur. Et donc finalement, ça m'a donné raison. Mais les 30 premières minutes, je me suis dit, mais en fait, le film est bon. Et je me suis dit, peut-être que les gens ont juste pas aimé la comédie musicale et sont des rageux, mais non. Non, si on résume, c'est que dès qu'il y a l'apparition du procès, ça casse un peu le rythme. Ils savent pas trop quoi en faire et c'est là où Parce où qu'en fait, l'ennui parvient. je pense aussi, j'ai l'impression qu'ils savent pas où ça va mener ce procès. Dès le départ, tu sais pas quel est le but de ce procès. Qu'est-ce qu'on va en faire en il fait a pas beaucoup de raisons d'être. Et surtout, de toute manière, il est terminé de manière un peu. Il est pas terminé en fait ce procès. Oui, parce que je t'avoue que quand il y a cette idée de Arthur Fleck qui reprend sa défense en Joker, c'est ridicule. C'est très grotesque. Je demande pas à ce qu'un film, surtout un film d'ici univers Batman, soit ultra réaliste comme a fait Nolan en fait avec sa licence. Tu peux être dans des choses plus gothiques, plus expressionnistes, mais là c'est vraiment ridicule pour le coup. ouais, ça fait très je donne au public ce qu'il veut quoi. Ouais, mais ça fait surtout, c'est pas du tout sérieux. T'arrives pas du tout à croire à ce que tu vois. Ça Ouais. donne un côté très faux au film, et d'autant plus que vu que tout ça est encadré par des scènes musicales très poussives, ça donne un truc très artificiel. C'est très laborieux. La dernière heure est très laborieuse, même si moi j'aime bien comment ça se termine. J'aime beaucoup la fin. Je la Voilà. trouve très La fin, je l'ai cohérente. vu venir, mais c'est logique en fait. Voilà. C'est logique dans ce qu'il voulait faire. Très dur. Très dur, mais moi j'aime bien la symbolique qu'il y a derrière. J'aime bien la manière dont c'est amené. C'est-à-dire que, pour être honnête, moi je ne m'y attendais pas. Ah non, si, je l'ai vu venir. Là, quand la scène est arrivée, je l'ai vu venir. Hein. Mais après, j'ai pas tendance à prévoir la suite des films. Mais effectivement, je trouve que c'est. La symbolique est là, et de toute manière, après ça, il n'y aura pas de 3. Un point final, ouais. Même si. Moi, ça m'a fait penser à Gotham. Je sais pas si vous avez regardé la série Gotham. Du tout. Que la première saison, il y a très longtemps. Ouais, moi j'ai vu que les 2 premières saisons, mais la manière dont est traité le Joker dans la série Gotham, Todd Phillips, il a dû y penser un petit peu quand même. Il y a un peu de ça. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les gars? Les acteurs, la musique, les chansons en elles-mêmes? Les chansons, j'ai l'impression que c'est beaucoup de reprises. Hein. J'ai Oui. rien retenu, il y a Ne beaucoup me de quitte reprises, pas. mais j'ai rien retenu. Je n'ai retenu Ah oui. aucune musique. Aucune musique. Alors que Emilia Pérez, putain, je me souviens des chansons. Hein. Mais Ah oui, ouais, c'est vrai, tiens. tu vois. Coup Parce dur. qu'il a pas fait une comédie musicale, techniquement parlant. C'est pas le nœud du film, c'est pas le vrai problème du film, et tout le monde s'attarde sur ça, alors que finalement le film a plus à proposer, mais propose aussi beaucoup de choses ratées. Et du coup, le film il marche quand même ou... Vous aviez fait vos pronostics, vous vous attendez à qu'il fasse un petit flop, messieurs. Alors, bon, pour vous donner un ordre d'idée, le budget, il est estimé entre 190 millions et 200 millions. Ce qui ne se comprend pas. Vraiment, il est où le fric aussi. Hein. Les acteurs. ouais. Oui, c'est vrai que. Le cachet de Joaquin Phoenix et de Lady Gaga. Hein. Alors, 20 millions pour Joaquin Phoenix et 12 millions pour Lady Gaga. Hein. Parce que Rien que ça. le film, c'est quasiment du procès tout le long. Il y a très peu d'extérieur. T'as certes la prison au début, mais il n'y a rien qui justifie un. Peu de décors. hein. Ils ont payé très cher l'animation du début, sinon. Faudra demander, il est français, on pourrait lui demander. Donc, du coup, pour le box-office US, il est actuellement à 42,1 millions de dollars de recettes. Et au box-office mondial, il est quasiment à 120 millions. Donc, après quasiment une semaine en salle, il est loin d'être remboursé, hein, le film.
Donc, et en France, du coup, pour sa première semaine, il a fait 601 995 entrées. Donc c'était le premier des nouvelles sorties quand même, mais c'est 1 million d'entrées de moins que Joker premier du nom. Ouais, c'est curieux. Il les remontera pas parce que Joker, ça fait l'effet boule de neige où t'as un bouche à oreille, t'as un buzz qui se fait autour comme Parasite, et là ce sera pas le cas. Mais là, ça peut être une analyse ultra pertinente à voir comment Joker premier du nom a eu cet effet boule de neige parce que tout le monde dit ouais c'est génial, et après de l'inverse pour le deuxième parce que tout le monde dit bon bah c'est de la merde parce que c'est pas comme au premier, etc. Tu peux faire un parallèle entre ces deux, les carrières de ces deux films, et même ces deux films en lui-même, quand la réception de ces deux films en eux-mêmes. Ça peut être ultra intéressant. Après, combien de films dans l'histoire du cinéma arrivent à réussir leur suite? Genre, j'ai Terminator 2 en tête, mais... The Dark Knight. Et The Dark Knight, Terminator 2 qui me viennent en tête, mais combien de films vraiment où le premier a un côté déjà culte quelques temps après sa sortie? Le Parrain 2, mais t'en as plein, mais... Ouais, c'est vrai. Effectivement. Spider-Man 2. Ouais. Kung Fu Panda 2. Ça a fait autant de vues Spider-Man 2 que Spider-Man 1 en termes d'entrée. En termes d'entrée, c'est quasi similaire. Spider-Man 1 et 2, c'est quasi C'est le similaire. 3 qui a tout raflé. Ouais, le 3 a explosé. Ouais, non, je pense toujours que c'est un objet d'étude intéressant, même si bon, c'est laborieux et on se fait un petit peu chier, quoi. Mais il y a quand même du bon à en tirer. Mais le propos est intelligent. Mais je suis quand même un peu déçu de voir que le film, il fait pas mieux que Morbius, quoi. Ouais. Et que des gens sont de là à dire ouais, c'est pire que Madame Web. Vous n'avez pas vu Madame Web? Alors, pour l'instant, il a fait mieux que Madame Web niveau mondial, quand même, il faut le dire. Ouais, c'est déjà ça. Mais au box-office fail, il l'a toujours pas dépassé. Mais bon, je pense qu'il le fera quand même. Il est que début d'exploitation. Vous avez vu Madame Web? Oui. Et de ce que j'ai vu sur Rotten Tomatoes, c'est vraiment le film d'ici le moins bien noté, je crois. Madame Web? Non, Joker 2, en dessous Oh de Madame là là, Web. Même. mais quelle bande de Après, rageux. c'est beaucoup de ça. Je pense que là où il est descendu encore, c'est parce que les gens sont juste frustrés. Il y a une frustration de ne pas avoir eu ce qu'ils voulaient, de ne pas avoir retrouvé ce côté iconique du Joker. Voilà, je pense que les gens, ce qu'ils voulaient, c'était un Joker qui explose tout pendant son procès. C'est-à-dire le Joker qui abat les juges, et puis voilà. Ce qu'il y avait un peu dans le trailer, mais on pouvait deviner. Grosse révolution comme le 1. Au pire, je pense que les gens préfèrent une pâle copie du 1, quasiment similaire, un peu comme un sorte de Die Hard 2 est avec Die Hard 1. Genre vraiment quasiment la même copie, mais dans un environnement un peu différent. Ce qui aurait été en fait techniquement encore moins intéressant que ce qu'on a là, parce que ça n'aurait eu juste une pâle copie, mais les gens auraient été contents. Les gens auraient dit ah c'est bien, parce qu'ils auraient vu ça comme un gros produit de consommation qu'on leur donne, très formaté, mais au moins ils auraient été contents. Et ben je préfère un film qui est honnête avec lui-même plutôt qu'une énième copie MCU. Je suis d'accord. Bah, de base, Joker premier du nom n'était pas une copie MCU, c'est pour ça que tout le monde était comme ça. Et là, s'il avait fait la même, ça se trouve tout le monde se serait extasié de la même manière, ou alors tout le monde aurait dit bah c'est la même que le premier, pourquoi? C'est ça. En fait, c'était un projet casse-gueule. Dès le départ. Mais on en avait parlé quand il y avait eu le trailer et qu'on avait réagi. Enfin, on était tous d'accord pour dire que de toute façon, le projet de base, il part pas sur des bons rails. Après, pour ce que tu viens de dire, Jérémy, si Marvel a réussi à nous ressortir le même film 30 fois, et que ça fonctionne toujours, je pense que Todd Phillips en aurait été capable. Sujet clos sur Joker 2 ? Oui. Et ben, on a une bonne séance de rattrapage, les amis. Moi, j'ai Emmanuel et The Apprentice. Fred, moi, j'ai l'histoire de Suleiman et Terrifier 3. Moi, j'ai pas de rattrapage pour aujourd'hui. Non plus. D'accord. On a tous les deux. Hey, ça va, frère? Salut, ça va? Tu veux commencer ou je commence par un film à moi? Commence, vas-y. Ah, alors, Emmanuel. Alors, je sais la raison pour laquelle il a été le voir. Quoi? Alors, Emmanuel. C'est très intéressant parce que Emmanuel, de base, c'est un roman écrit dans les années 60 par une franco-cambodgienne qui raconte la découverte sexuelle d'une jeune fille de 19 ans mariée. C'est donc l'idée, en fait, dans les années 60, de venir exposer un petit peu au monde, voilà, qu'il n'y a pas que la relation homme-femme mariée qui existe. C'est un livre de découverte qui a été adapté en 74 par un mec, j'ai plus son nom. Ça avait fait un peu scandale parce que à l'époque, il n'y avait pas les classifications X, il n'y avait pas les moins de 18 ans. C'est un film qui sortait en salle de la même manière que les autres, alors que c'est un film érotique sur la découverte des différentes formes de sexualité. C'est devenu un peu, malgré lui, l'icône de la sexualité à la française. Et voilà, c'est devenu un film érotique finalement pas sans grand intérêt. C'est un classique du box-office français, si on y croit. Ah, ça 9 millions d'entrées quasiment. Voilà. Quand même. Voilà, et moi je suis très curieux en fait, parce que tu me dis Emmanuel, d'accord, c'est un film qui a 50 ans, fait par un mec sur le sexe, et ben viens, on fait Audrey Diwan qui a la réalisation avec Noémie Merlan, Audrey Diwan qui a adapté l'événement d'Annie Ernaux qui parlait de l'IVG dans les années 60. Moi je suis très curieux de voir ça, tu vois, je me dis mais il y a vachement d'idées à faire. Lion d'or, non? Hein? C'était pas le Lion d'or?
Ah bon l'événement. Peut-être. Je crois Ou que ça un a lion gagné un truc d'argent. à Venise. Sur... Je sais plus si c'est le prix d'interprétation pour c'est- Anna Maria Bartolomé ou si c'était Diwan qui avait eu le prix pour la mise en scène. C'est peut-être plus Il y a eu un prix en tout cas, il me semble. l'interprétation. Mais l'événement, il y avait une super idée de mise en scène, c'était très anxiogène, c'était très intense comme film. Le bouquin de base était en plus une autobiographie de la part d'Annie Ernaux. Bref, moi j'avais trouvé ça génial. Je me disais, mais Emmanuel par Audrey Diwan, ça ne peut être que giga intéressant. Une question sur le regard de la caméra, une modernisation de cette figure de l'érotisme à la française, avec Noémie Merlan. Je suis amoureux de Noémie Merlan. Ça ne peut être que giga intéressant. Le film parle de la frustration sexuelle, de l'absence de sexualité. Quand je suis rentré dans la salle, il y avait un mec au fond à droite de la salle. J'ai commencé à avoir peur, mais quand il a quitté la salle au bout d'une demi-heure, je me suis dit, T'étais seul dans la salle? non, on était 6 mecs. Je me suis senti un peu sale. Et voilà, et en fait le film change le paradigme sur la figure d'Emmanuel. C'est plus un film sur la découverte de la sexualité, parce que dans les années 70 c'était très nouveau. Aujourd'hui, tout le monde connaît toutes les formes de sexualité qui existent à peu près, donc il faut parler d'autre chose, il faut parler de la frustration, il faut parler de la place de la femme dans la nymphomanie. Je pense que toi qui adore Nymphomaniac, Jérém, c'est quelque chose qui devrait t'intéresser. J'ai toujours pas vu, il faut que j'aille le voir, oui, je sais. Mais le problème avec Emmanuel, c'est que c'est un bon gros film de merde. Ah bah voilà, mais attends, Nymphomaniac, lui, c'est exceptionnel, donc ça n'a rien à voir. Le Qu'est-ce qui problème, s'est passé c'est qu'on se fait chier. C'est qu'en fait, le film, c'est Emmanuel qui va dans un hôtel pour... Elle fait un contrôle de qualité de l'hôtel. Elle veut faire l'amour avec un monsieur un peu mystérieux qui se refuse à elle et qui erre à Hong Kong de manière on ne sait quoi. Et ça veut faire un thriller un peu étrange. Et le film n'a rien à raconter. Et ça dure combien de temps? 1h45. Et en fait, tu te dis, mais il pourrait y avoir genre une certaine stylisation de la sexualité, stylisation de la vie dans l'hôtel, de la question de la luxure, tu vois. On te met dans un hôtel de luxe, on te parle un peu d'escort girl, tu vois. Tu pourrais faire un jeu de caméra sur le regard qui observe Emmanuel, qu'observe Emmanuel, faire une totale mise en scène. Et non, c'est plat, on dirait un téléfilm. C'est nul. Et Noémie Merlan? Bah, on lui offre pas grand-chose à jouer. Oh. Elle est très stoïque, très regard fermé. Et tu te demandes, mais pourquoi elle joue pas? Pourquoi elle fait rien dans le film? Y a rien qui se passe. C'est nul. Ok. On pouvait faire un truc tellement bien. Rafa prend sa retraite. Ça aurait toujours pas remis. Merde. J'étais tellement déçu. Rafael Nadal ou... Les deux. Voilà, Emmanuel, c'est quelle déception. C'est une occasion en or. Qu'est-ce que tu fais? Refile-moi la balle. Tiens, parle de... Merci. Tiens, le film. Là, je vais parler de l'histoire de Suleiman, qui était vraiment un film génial. Donc, je sais pas si vous savez ça parle de quoi. Enfin, la plupart des gens savent. Mais en gros, ça parle donc de Suleiman, qui est un Guinéen qui aimerait avoir les papiers d'asile sur le sol français et qui est livreur Uber Eats. Et ce que j'ai trouvé génial avec ce film, c'est que c'est un film qui a une double narrativité. C'est-à-dire qu'à la fois, tu suis Suleiman dans des plans très mouvementés de lui en vélo qui livre donc ses commandes. C'est pas quelque chose de facile parce que t'as l'impression qu'à chaque moment, ce mec il va se faire ramasser par une voiture. Il y a un vrai travail sur le son dans ce film. C'est-à-dire que tu vois ce mec déambuler dans Paris et à tout moment, t'as juste peur qu'il se fasse défoncer par une voiture et que ça nique, mais en fait, tout le film. Car ce qui est génial dans ce film, c'est qu'il y a une certaine fragilité où en fait la routine de Suleiman, il peut y avoir vraiment un tout petit problème et ça nique tout le reste, quoi. Et donc voilà, il y a une double narrativité avec ses livraisons en vélo et avec en fait le vrai enjeu du film, c'est qu'il obtienne les papiers pour s'installer en France et avoir le droit d'asile. Et en fait, dans l'histoire, ça raconte donc Suleiman est habité en Guinée. Et ce qui est hyper intéressant dans le film, c'est qu'il n'a pas le parcours du cliché qu'on a d'un migrant qui a connu la guerre, qui a été torturé dans des camps, etc. Et en fait, dans le film, Suleiman essaye de mentir sur son histoire à lui pour obtenir les papiers. Et donc, tu as tout ce truc-là où à la fois il fait des courses de vélo et à la fois il essaye d'apprendre un texte qu'on lui a donné, en fait. Et donc, c'est super intéressant. C'est une sorte de thriller constamment en mouvement, on a constamment peur pour lui. Et vraiment, l'acteur est génial. Je crois qu'il a gagné justement le prix de l'espoir masculin à Cannes. Et vraiment incroyable. Et Il a pas les papiers d'ailleurs, cet acteur. il n'a pas les papiers. En fait, ouais, c'est le réalisateur qui a trouvé l'acteur en France. Il a fait passer quelques castings et donc il a été pris. Et donc vraiment génial. Et en fait, du coup, la fin du film, je vais pas vraiment spoil, mais en gros, il passe
il a une conversation avec jury. l'association, non, c'est l'association de l'OPFRA, je crois. Je sais plus exactement le nom. Bref, qui doivent du coup le délivrer les papiers français si en tout cas son histoire est assez dans le jus, quoi. Et en fait, à ce moment-là, le réalisateur a dit à l'acteur lui a demandé s'il avait la permission que l'acteur donne vraiment des informations personnelles sur sa vie. Et donc en fait, la dernière séquence de fin est réelle, quoi. Ok. Ce que va dire l'acteur lui est vraiment arrivé. Ok. Et donc c'était un peu, voilà, ça devait être assez dur sur le tournage en tout cas. Et donc voilà, je vous conseille vivement le film. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Prends-en de la graine, Todd Philippe. Ouais. Non, parce qu'en vrai, quand tu en parles, en fait, je reviens sur le Joker, mais il y a un vrai parallèle sur cette idée du texte qu'on se raconte à soi-même, le texte qu'on attend de nous, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Mais voilà, c'est un film qui est constamment en mouvement, qui filme très bien Paris, et on a vraiment peur pour ce personnage qui, ouais, vraiment, il lui arriverait quelque chose, un petit truc qui niquerait un peu sa routine, et tout le reste est niqué, quoi. Ok. Toute sa vie est niquée juste pour, je sais pas, ça te fait écraser vite fait ça te fait bousculer par une voiture, tomber en vélo, niquer son vélo, ne pas livrer la commande, ne pas être viré du compte Uber Eats, ne pas pouvoir aller à son refuge pour dormir, ne pas pouvoir... Enfin, vous voyez, c'est très fragile comme film. Et... Toujours sur le fil. Oui. Génial. Et il me tente beaucoup, mais il y a trop de trucs qui me tentent en ce Il y a moment. beaucoup de trucs qui sont sortis cette semaine. Et là, je prends la balle. Ouais. Et je te la renvoie. Ok. Hop, la trappe là. Ok, je l'ai. Oui. Et bah écoute, d'un film sur un mec qui a des conditions de vie absolument désastreuses, on va passer sur la vie d'un mec qui a des conditions de vie assez oufissimes. Ah oui, oui. Bah oui, puisque Donald Trump, on peut pas dire qu'il a des soucis de papier, lui. Quoique... En tout cas, il a des soucis judiciaires. Mais c'est pas la question du film, puisque là, on va parler de The Apprentice, du coup, le biopic qui sort pile un mois avant les élections présidentielles aux États-Unis. Contexte assez particulier. Mais j'ai découvert en fait que ce film-là a été réalisé au Canada et que le réalisateur, c'est Ali Abbasi. Celui qui avait fait Les Nuits de Mashhad. exactement qui est un réalisateur iranien. Et pourquoi j'ai pas noté son nom? J'étais sûr de l'avoir noté. Ah, c'est ça, Ali Abbasi, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai Ali Abbasi, exactement ça. Et donc c'est un biopic sur Donald Trump, sur son ascension donc dans le milieu de l'immobilier, puisque c'est comme ça que Donald Trump a fait sa fortune, et notamment sa relation avec son avocat Roy Cohn. Donc on a Donald Trump incarné par Sebastian Stan et Roy Cohn qui est incarné par Jeremy Irons. Non, Strong. Jeremy Strong, excuse-moi. Et c'est un duo d'acteurs qui est absolument brillant. Chaque acteur, je pense, sera nominé aux Oscars. Il n'y a pas de raison à ce que ce soit pas le cas. Parce que c'est un film de performance d'acteur. C'est un biopic assez convenu, hein, finalement. Hein. On attend du film ce qu'il va nous offrir. On sait très bien ce vers quoi on se dirige. Par contre, voilà, il a ce duo d'acteurs qui est absolument brillant. Et on a ce parti pris esthétique qui est vachement cool en fait, parce que le film... Belle la photographie. Elle a l'air très belle en tout cas. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que le film commence dans les années 70. J'ai vu qu'il y avait un truc apparemment sur cette C'est esthétique. de l'imagerie pellicule. Donc t'as l'impression de regarder un film tourné en pellicule dans les années 70. Quand on passe dans les années 80, changement total, t'as l'impression de regarder une cassette. Trop bien. Et c'est vachement drôle. Bah c'est en fait ça rend le film extrêmement anachronique, ça le rend ultra attrayant en fait, parce que t'as vraiment cette impression d'être dans l'époque. Et la reproduction de l'époque est vachement cool. Et pour le coup, c'est vraiment un film sur Donald Trump et sur le côté sociopathe associable. C'est-à-dire qu'il apprend tout de son avocat, qui est un pur sociopathe. C'est exceptionnel à quel point ce mec est terrifiant. Et donc les relations principales du film, c'est Donald Trump et son avocat, et Donald Trump et sa femme Ivana. Pas Ivanka, Ivana. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est appelée dans le film. Et ce qui est rigolo un peu dans le film, c'est que voilà, Donald Trump apprend de ses relations, apprend à s'élever grâce à eux, et au fur et à mesure, ces personnages-là disparaissent pour ne laisser voir que Donald Trump dans une pure solitude, mais ça lui convient, hein, parce que Donald Trump, il réussit, c'est un homme brillant, handsome, comme il dit. Genre, à un moment, il dit à sa femme, avant qu'il se marie, il dit « Mais pourquoi je dois t'épouser toi ?» Et il lui fait « Mais parce que je suis riche, beau, et qu'avec moi, tu vas avoir une vie de dingue. » Donc en fait, c'est un film sur l'ego, hein, sur le pur ego, sur le passage, l'héritage de l'ego, en fait. Et des personnages au début qui te paraissent absolument odieux finissent par devenir ultra touchants, ce qui est un tour de force assez brillant d'un point de vue narratif. Et si Donald Trump est la moitié de ce qui est décrit dans le film, les Américains ont intérêt à bien voter. Voilà. Et la balle revient vers toi. Ah, c'est une transition, les Américains doivent bien voter. Non, j'ai pas de transition. Terrifier 3 et incroyable, voilà. Je rigole. Bah écoutez, moi j'avais découvert Terrifier 1 et 2 que j'avais bien aimé, le 1 un peu moins.
Le 2 un peu plus bouleversant avec des scènes quand même très marquantes, surtout la scène de la chambre. Personne n'a vu Terrifier en fait. Vous avez vu le 1 du coup, Jérém et Owen, mais pas le 2. Oui. C'est Si, génial. À le moitié, parce que je me fais chier devant le 2, putain. Alors voilà, justement, j'aimerais répondre à ça. Terrifier, donc de Damien Léon, c'est effectivement un film dont l'attrait, c'est que les séquences gore, apparemment. Et du coup, quand tu regardes Terrifier 3, ça reste le même problème, Jérémy. Je pense que c'est un film, effectivement, narrativement, qui va pas loin, quoi. Qui peut, effectivement, si t'enlèves les séquences gore, tout le personnage d'Art le Clown, c'est un téléfilm, quoi. C'est pas un film incroyable. Mais tout ce qui est important de Terrifier, c'est le gore, c'est ce qu'on veut. Oui. Et Terrifier 3, quoi. Oui, et puis il faut aimer ça, le gore. Et Terrifier 3. Voilà, si t'es pas spectateur de ça, bon bah... Mais t'adores le gore, t'adores Saw. Ah non. J'aime bien le thriller de Saw 1, mais après, genre... Et bah écoutez, le gore est incroyable dans Terrifier 3. Le film, il allait beaucoup plus loin que le 2. Il Ouais. a multiplié ses scènes. Je pense que Damien Léon, du coup, avec le succès du 2, a eu encore plus de thunes. Et là, mêlé de Noël, un psychopathe qui est génial. Art le Clown est devenu iconique depuis le premier, en fait. C'est un personnage qui est génial parce qu'en même temps, il fait des choses affreuses, quoi. Enfin, dans le 3, là, ce qui est un peu nouveau, et c'est ce qui a valu, je pense, l'interdiction moins de 18 ans, c'est que Art s'attaque vraiment à des enfants. Alors, il n'y a aucun moment choquant de mise à mort d'enfants à l'écran. C'est ce qu'on avait un peu peur de ça. Tout est un peu suggéré comme quand il s'agit d'enfants. Mais en gros, ce qui est assez intéressant dans son personnage, c'est que c'est un personnage ignoble, donc qui tue n'importe qui, mais qui en même temps est très comique, en fait. Qui ne parle pas, qui est muet. Du coup, ça, vous l'avez vu Oui, dans ça le on 1. l'a constaté. Qui est muet et qui, du coup, ses mimiques donnent à la fois le film un cachet très, très terrifiant et en même temps très, très drôle. Et donc, en fait, devant un film comme Terrifier, on ne sait pas si on doit rire ou être terrifié, quoi. C'est ça qui est génial. Moi, je Non. t'avoue que le premier, du coup, parce que le premier, je l'ai rattrapé il y a quelques jours de ça. Il y a quelques moments, j'ai flippé. Genre le moment où il sort là, avec la perruque. Il y a des images qui sont très fortes d'un point de vue terrifiant. Après, moi, le gore, de manière un peu grotesque, un peu gratuite comme ça... C'est vraiment l'intérêt, ouais. C'est que ce qui Ouais. est génial dans Terrifier, c'est que le mec, il met les moyens, mais en même temps, il veut pas du tout de séquences gore réalistes, quoi. Il veut vraiment que la chair devienne du papier qu'on déchire aussi Ouais, facilement, quoi. Donc c'est pur gratuit, mais... c'est vraiment gratuit et c'est le but. Je suis blasé du 2, en fait. J'ai essayé plusieurs fois, hein. Je te jure, le 2, j'ai essayé plusieurs fois. Mais au bout d'une demi-heure, 1 heure, genre, ça dure 2h20 le 2. Non, ce que j'ai trouvé génial, c'est que le 3, en fait, donc, se passe à Noël. Et du coup, Noël, c'est la parfaite fête pour s'attaquer, en fait, à ce qui est le plus tabou, la famille, quoi. Et donc là, on arrive vraiment dans un film qui ne s'arrête pas, qui va toujours plus loin. Notamment une séquence dans une sorte de douche collective. Salle de douche, vous voyez, les salles de douche un peu Ouais, étudiantes, quoi. Là, c'est la meilleure séquence du film, elle est géniale. Et plein de trucs, quoi. Ça va vraiment loin. Damien Léon veut faire, je pense, une flopée de Terrifier. Là, il est déjà en train de préparer le 4. Il y aura un 5, il y aura un 6. C'est génial, j'en veux plus. J'ai adoré. Il est vraiment très 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 content du chara-design de son personnage. Hein. Ah oui. En même temps, c'est un très très bon C'est chara-design. devenu vraiment iconique, c'est culte. maintenant. Après, de là à construire toute une carrière sur juste parce que putain, mon maquillage de clown il est vachement cool. Alors après le 3, du coup, il faudra le voir. Mais le 3 intègre un autre personnage secondaire qui est aussi tout aussi effrayant. Ok. Et qui est dans le premier film. J'ai plus de souvenir du premier, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Mais en gros, le film, l'idée d'étoffer l'univers de Terrifier ça va aller beaucoup plus loin, Ok. quoi. Et tu le comprends un peu dans le 3. D'accord. Déjà. Non mais ça intrigue. Après voilà, le 2, c'est vrai qu'il faut se taper les 2h20 là. Est-ce que c'est vraiment important de voir le 2 avant de voir le 3 Oui. Ah merde. Ah, fais chier. Après, si tu veux juste voir du gore gratuit, tu peux très bien sauter sur le 3 direct. C'est pas très grave non plus. Ça se comprend. Ouais, parce que j'imagine pas le film rester très longtemps en salle non plus. Le 3 parle de traumatisme de personnages qui étaient dans le 2. Donc tu vois, c'est dommage. En même temps, tu peux. Ouais. Mais voilà, non, Terrifier 3, génial. Écoutez, si vous avez bien aimé le premier et le 2, c'est la même chose. C'est que c'est un slasher qui s'étoffe. On a des grands slashers qui ont des films cultes, souvent les premiers, et qui peu à peu en fait s'appauvrissent. En fait, là, c'est l'inverse. Damien Léon a encore plus d'argent, plus d'effets gore, plus d'idées, Plus d'inventivité. plus Ouais. d'inventivité sur les séquences, et c'est génial. Ok. C'est génial. Attends, j'ai envie de me renseigner sur le budget, parce que est-ce que tu connais le budget du 3ème ou pas? Pas du tout, mais je pense que c'est Parce que je sais que même pour le 2, il avait pas eu énormément. Hein. Ouais, non, mais vraiment. Hein. À 2 millions, ok. Non, ça Pour va, le 2 hein. ou le 3? Pour le 3. Ah ouais, et le 2 c'était combien? Le 2, c'était 250 000. Ah oui, disons qu'il y a un gap. Hein. Quand même. Ouais, parce que j'allais dire, si c'était moins d'1 million, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il fait s'il a 1 je million? trouve que 2 millions c'est peu pour Terrifier 3. Genre, il a encore plus. Moi, je pensais plus, quoi. Genre 8 ou 9, quoi, au moins. Imagine ce qu'il fait s'il a ne serait-ce que 5 millions. Et hein. ben, on verra le En 4. même temps, quand Joaquin Phoenix prend 20 millions. Ouais, ça fait Des du fois, mal. il prend les 20 millions et il se barre du tournage aussi. Oui, 2 semaines avant de commencer. À qui renvoies-tu la balle? Ah bah, toi? Ah non, Ah oui. mais non.
Ouais, bah, en fait, elle tombe à plat par terre, là, Ah la oui, balle. c'est ça, là, elle est tombée. Elle roule. Voilà, et elle roule doucement vers Jérém, parce qu'on roule doucement vers Ah la bah deuxième oui, partie oui. de l'émission, qui commence traditionnellement par les chiffres de Jérémy. Pour cette émission, j'ai décidé de vous faire jouer, messieurs. Alors cette fois-ci, pas de chiffres dans un titre de film ou l'un ou l'autre. Je vais vous proposer un nouveau type de jeu qui va faire appel à vos connaissances cinématographiques un peu. Ouais. Je vais vous poser une question avec un chiffre et vous devez me dire s'il y a plus ou moins que le chiffre proposé. Donc je vais vous proposer un chiffre dans la question, vous me dites si c'est plus ou si c'est moins. La réponse, quoi qu'il arrive, c'est plus ou moins, c'est pas j'ai pris le chiffre exact ni quoi que ce soit. Ok. Donc petit exemple pour vous compreniez, même si ça n'a pas l'air très bête, tout bête dit comme ça. Y a-t-il plus ou moins de 3 films Les Dents de la Mer? Il y en a Bah, plus. plus. Il y en a Ouais, 4. Voilà. Il y en a même plus. Il y en a 4. Il y en a 4. Le 4ème, il y a Michael Caine dans le rôle principal. C'est vrai. Oui. Il est bien. Non. C'est considéré comme un nanar. Ah, ok. Ouais. J'ai pas prévu, mais je vais essayer de compter les points dans ma tête aussi. Bonne chance. Ouais, je vais essayer. Et la personne qui gagne, on lui paye le kebab. Mais toi, tu vas manger avec ta maman, donc t'as perdu d'avance. Ah merde. Steven Spielberg a-t-il réalisé plus ou moins de 29 films? Plus. Moins. Moins. Julien est le seul à avoir la bonne Ah, réponse parce qu'il en a fait 35. Non, mais il faut qu'il arrête au bout d'un moment, 35 films, quoi. Ça fait beaucoup, Non, là, mais oui, non, non, mais c'est bon, quoi, mec, on a compris. Un point pour Julien. On va reparler un peu du film dont on a parlé longuement au début d'émission. Je vais vous demander s'il y a-t-il plus ou moins de 10 films s'appelant Joker. Uniquement Joker, sans rien derrière, ni quoi que ce soit, juste Joker. Combien? Et donc 10 plus ou moins. Plus. Moins, pardon. Moins. Vous avez tous faux, Ah. puisque j'en ai trouvé 14 recensés sur IMDb. Des films qui Alors s'appellent attends, uniquement c'est des Joker. films genre des longs métrages, on aurait Ah oui, demandé. vraiment des longs métrages qui s'appellent Joker. Bah après, IMDb ça recense toutes les nationalités, toutes les... Tu vois, c'est pas que les films américains. C'est vrai qu'on n'est pas que occidentaux et américains. quoi. Et donc sachez qu'il y a au moins 14 films qui s'appellent Joker. Dont un Juste avec Joker. Jason Statham, Voilà. qui défonce des gueules parce que c'est Jason Statham et c'est son cinéma. La saga Vendredi 13 compte-t-elle plus ou moins de 14 films? Est-ce que tu comptes les Jason contre Freddy? Oui, Ah, Il y en a 2. Il y a les remakes aussi. je le compte aussi. Ah. Et t'as dit 14? Bah, pour moi, il y en a moins. Moi, je vais en dire tout. moins. Non, il y en a 10, 12. Ouais, moins, il y en a 13. Moins. Tout le monde moins? Ouais, Ouais, il y en a moins, il y en a 12. Ouais, il me 12. semblait bien. Oui, 12 même en incluant du coup le remake de 2009 et Freddy contre Jason. Donc 2 points pour Julien, 1 point pour Owen et Fred. Les films Harry Potter ont-ils rapporté plus ou moins de 9 milliards de recettes mondiales? Et je parle pas du Wizarding World, pardon, juste des films Harry Potter. Tous les films Tous les réunis. films réunis, est-ce qu'ils ont fait plus ou moins de 9 milliards de dollars de recettes mondiales? Ouais. Ouais. Moi, je dirais plus, ouais. Attends, Oui, plus. Plus. moins. Est-ce que Non, tu... attends. Ah, faut vous décider les gars. Attends, je vais gagner un point. Kebab. Faut vous décider les Je gars. vais dire moins. Votre réponse finale du coup. Moins. Plus. Il y en a qu'un seul qui a fait le milliard. Owen et Fred reviennent à égalité avec Julien Yes. car c'est bien moins car Copieur. Je veux mon kebab. ils n'ont accumulé que entre guillemets 7,7 milliards de dollars. Timothée Chalamet a été à l'affiche de plus ou moins de 27 films. Quand tu dis à l'affiche, c'est qu'il a joué Il dedans. a joué dedans. Quoi Oh. qu'il arrive, même s'il est pas Et tête c'est d'affiche. des ni longs quoi que ce soit. métrages. Les longs métrages qui durent plus de 60 minutes et qui sont sortis au cinéma, oui. Moins. Plus. 27. Moins. 3 points pour Julien et pour Fred, car il a joué dans 22 films. Ah, quand même pas mal, hein. Moi, j'imaginais pas. Toujours 2 points pour Owen. Y a-t-il eu plus ou moins de 13 films récompensés par au moins 8 Oscars? Oh. Moins. Moins. Plus. Fred passe en tête à 4 points. Pardon. Tu manges avec ta daronne, mec. Non, pas je mangerai un kebab. Alors plus, car il y en a 15. Donc Ah ouais. 4 et en ayant remporté au moins 10. Revenons sur un réalisateur qui nous a quittés depuis fort longtemps. John Ford Oui. a-t-il réalisé plus ou moins de 100 films? Oh, ah, c'est vrai qu'il était très Il en a fait productif. tellement des films, lui. Moins. Moins quand même, faut pas déconner. Plus. Fred a encore un point de plus. C'est bien plus. On est à quoi, 5 points là, Fred là, c'est ça? Oui, plus, même si je crois. Il y a 5 points, 5 points, 5 5 points, 3, 2. 2 pour Owen. Il y en a 114 de référencés sur IMDb. Énorme. J'ai pas l'habitude d'être dernier, moi. C'est vraiment une journée Moi, j'ai nulle. pas l'habitude d'être premier. C'est moi toujours le dernier. Nadal, il prend sa retraite. Alors, continuons. Y a-t-il plus ou moins de 40 films ayant dépassé les 9 millions d'entrées en France? En plus, t'as dû nous donner la réponse dans une chronique de chiffres, ça. Potentiellement. 9 millions C'est d'entrées, énorme. 40 films. Plus ou moins? Oui, moi je dirais. Ah oui, mais quoi? Oui, plus ou oui, moins? Moi je dirais moins. Moi, je dis moins. 6ème point de Fred. Non.
4e point de Julien, car il y en a que 38. En fait, les gars, vous avez pas compris, moi je fais un QCM inversé dans ma tête. Alors, je tiens à dire qu'il y en a peut-être bientôt 39 parce que le compte de Monte Cristo est pas loin. Si tu comptes à l'envers, c'est moi qui suis premier. Oui. Et si tu comptes à l'envers. Et si tu comptes à l'envers, Nadal il vient de commencer sa carrière. Owen, on va parler d'un film qu'on a vu, le tout premier film qu'on a vu de l'année. Est-ce que tu te souviens lequel c'était? Ah, le dernier film de l'année dernière. Non, le tout premier film de Le cette dernier de année. l'année dernière, c'était Scarface, mais le premier, c'était Tarkovsky. Casino. Oui, alors on va parler de Casino, de Scorsese. Y a-t-il plus ou moins de 358 fucks prononcés? Combien? 358. Ah, parce que déjà à l'époque, Goodfellas, ça avait battu le record, mais je crois que Casino l'a pas battu. C'est moins. Alors plus, moins, Plus. plus. Julien se rapproche de Fred, car Ah. c'est plus. Il y en a 422, soit 2,37 fucks à la minute dans ce film. Ça veut dire que j'ai eu une bonne réponse là? Oui. Ah. Feu, le DC Extended Universe. A-t-il compté plus ou moins de 19 films? Le feu. Le quoi DC. Ah, le DC DC. Extended Universe. Combien de films tu dis? 19. Bah, moins. Bah, moins, oui. Moins, il y en a eu 16. Ouais. Ah ouais, non, faut pas déconner. La Ça va être une dernière, question sur nous. Ah. Pourquoi? Parce que depuis le début de DCP, Oui. est-ce qu'on a parlé de plus ou moins de 15 films français, critiques et rattrapage compris? Plus. plus. Oh oui, plus. Ouais, quand même, ouais, il y en a eu plus parce qu'il y en a eu 20, et donc c'est Fred qui gagne avec Oui. un point d'avance sur Julien. Oui. Pour la première fois, il a fallu attendre 1 an. C'est ta première victoire dans un jeu, mec. Mais non. Si. Non, en tout cas, dans un jeu de ma part, c'est... Merci, merci. Merci les amis. Merci à toi. On arrive déjà à la dernière chronique de l'émission, le Joker. Joker Folie à 2. Joker Folia 4. À 4, oui. Et oui, c'est le Joker Folie à 4. Et c'est moi qui mène la danse. C'est moi Lady Gaga un peu. Bon, alors, vous connaissez mon obsession pour Non. Les cheveux. les cheveux. Non, t'avais dit que tu le faisais pas. Ça Et arrive, ben, c'est j'ai bon. décidé qu'on allait parler de quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Un peu moins d'une semaine à l'heure où on enregistre l'émission, un acteur très apprécié du public Je français vois où tu veux en venir. nous a quitté, Michel Blanc. Pour le coup, j'avais vu que 2 films avec Michel Blanc de souvenirs. Il y avait Tenue de soirée et Aladdin. Oh non, Alad. Hein Le- Les nouvelles aventures d'Aladin voilà, avec le- Adams, oui. Mais bon, Et Black M. ça compte pas. Il faisait la musique. Et du coup, c'est un mec, genre en soi, Fred, tu m'avais montré Le Père Noël est une ordure. Ça m'avait pas fait rire. Et même de manière générale, les comédies françaises des années 80, et de manière plus globale, même le Splendide, pas un truc qui me fait, tu vois, tu me fais montrer les extraits, ça me fait pas rire. Et du coup, j'ai voulu un peu rattraper le coup. Je me suis dit, tiens, je vais mater un maximum de Michel Blanc. J'ai rattrapé Viens chez moi, j'habite chez une copine. J'ai rattrapé Marche à l'ombre, qui est réalisé par Michel Blanc d'ailleurs. Et il faut savoir d'ailleurs que dans ces 2 films, et même pas mal de films aussi du Splendide, c'est lui qui fait les dialogues. Donc c'était, avant d'être un acteur, c'était d'abord un dialoguiste. C'est aussi lui qui faisait les contes du théâtre du Splendide d'ailleurs. C'était donc un bon banquier, puisque visiblement ça a bien marché le Splendide. Bref, et on a rattrapé hier L'exercice de l'État. voilà, Faut qu'on en parle de ça. pour lequel il avait reçu le César César du meilleur acteur dans un second rôle. C'est ça. Et donc voilà, donc j'ai pu me faire un peu le portrait de la carrière de Michel Blanc. J'observe que voilà, ça a fait beaucoup de peine à beaucoup de monde son départ. Moi, ça m'a fait de la peine, alors que le mec, de base, je m'en fous un peu, quoi. C'est quoi votre rapport à Michel Blanc, au Splendide, et même de manière générale à la comédie française des années 80? On va essayer un peu de développer ça. Qu'est-ce que c'est les années 80 dans la comédie française? Moi, Michel Blanc, en fait, la plupart des films qui viennent en tête, tout ce qui va être Bronzé, Père Noël est une ordure, je les ai pas vus. Pareil. Mais je les connais, c'est-à-dire que tous les extraits très connus, je les ai vus. C'est le genre de séquence, surtout à l'époque quand j'étais sur Facebook, où quand tu défilais, tu avais souvent Allociné qui proposait plein de séquences, mais vraiment des grosses séquences de 5 minutes. Du coup, je les ai vus, les séances des bronzés, les bronzés font du ski surtout, le Père Noël est une ordure. Mais je crois que le seul film que j'ai vu avec Michel Blanc, j'en ai peut-être d'autres, mais ça me vient pas à l'esprit, c'est L'exercice de l'État, que j'aime beaucoup. Ah ouais. Oui, je sais que t'as pas aimé, j'ai vu ta note sur Sens Ah ouais, Critique, mais on s'est bien fait chier. mais hein. moi je trouve ça excellent, l'exercice de l'État, et je trouve le jeu aussi de Michel Blanc très bon. Et en fait j'ai plus une image du coup de Michel Blanc dans des rôles dramatiques que dans ses rôles comiques. Ok. Voilà. Après pour ce qui est le reste du Splendide, il y a qui? Il y a Thierry Lhermitte. Gérard Jugnot, Gérard Christian Jugnot. Clavier, Josiane Balasco, Marianne Chazelle. Pour moi j'associe ça beaucoup à mes parents, Ouais. parce que c'est ce que vous pouvez voir mes parents à l'époque. C'est le cinéma de papa, quoi. C'est ça. C'est un peu... De chauve. c'est le cinéma de mes parents, voilà. Le cinéma de papa, comme aurait dit Godard
avec la nouvelle vague par rapport au cinéma des années 40-50. Non, voilà, après Thierry Lhermitte, j'en ai pas du tout de... Je me souviens d'une série où il joue un médecin sur TF1 quand Il j'étais fait petit. le dîner de con, Thierry Lhermitte. Ouais, mais c'est tout. Mais en fait, la comédie des années 80... en fait, moi, le seul truc comique qui me vient des années 80, mais vraiment que j'aime bien, c'est Les Inconnus. Et encore, Les Inconnus, c'est fin 80, début 80. Ouais, c'est ça. Et j'ai plus Les Inconnus en tête, mais sinon, dans les années 80, en termes d'humour, il y a qui d'autre comme... C'est ça, parce que même Pierre nuls... Richard. Les nuls, ouais, c'est quelle année? Pierre Richard, c'est plutôt les années 70, justement. Ouais, bah. Tu vois, tout ce qui est Le Grand Blond, La Chèvre. Encore La Chèvre, c'est 81, je crois. Mais effectivement, qu'est-ce que tu allais dire, Je Fred? veux dire, les nuls, c'est quelle année? C'est 90? Sur les années 90, les nuls aussi. Ouais, c'est ça, c'est après Les Inconnus. Et puis ça, c'est des humoristes de télévision. Alors que Le Splendide, ça a vraiment commencé au théâtre. Et ça s'est exporté après au cinéma. Donc il y a un peu d'avantage de côté troupe. Et puis ils sont 6 ou 7 dans Le Splendide. Donc c'est vraiment une troupe. Alors que Les Inconnus et les nuls, c'est vraiment un trio en règle générale. C'est vrai que les années 80, en termes de comédie, j'ai pas un rapport très développé. Et justement, moi, de ce que je constate, en tout cas, surtout de Marche à l'ombre et de Viens chez moi, j'ai habité chez une copine, les deux films sont un peu similaires dans le sens où c'est des films sur des gens qui arrivent pas à se loger. Genre, Viens chez moi, j'habite chez une copine. En gros, c'est Michel Blanc qui est un petit escroc à la con, tu vois, genre qui arnaque ses clients dans son garage. Il se fait virer parce qu'il se fait choper. Et en fait, il s'invite chez la copine de son pote. Enfin, son pote vit chez sa fiancée depuis 2 ans. Et en fait, il arrive en mode oh non, j'ai pas envie de squatter. Enfin, si vous voulez bien me loger pendant un jour. Et en fait, il finit par devenir littéralement leur coloc. Et à s'incruster dans leur vie de couple et à ramener des filles tous les soirs en mode bon, on fait quoi à manger ce soir, tu vois. Et ça fait un peu film de parasite. C'est drôle, hein. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Et ce qui est marrant un peu avec le personnage de Michel Blanc, mais même c'est le cas dans Marche à l'ombre, c'est que c'est un mec qui est très petit, qui se fait tout le temps casser la gueule, qui a pas beaucoup de charisme, mais qui est un don juan. Et le personnage, genre le corps comique est vachement bon en fait chez Michel Blanc. Je trouve qu'il y a le côté déjà dialogue un peu fin, avec des dialogues vraiment chouettes où quand tu les comprends pas la première fois, mais quand tu les réécoutes, tu dis ah putain c'est rigolo. Et t'as ce côté, voilà, ce petit gars avec des épaules très fines, cette très grosse moustache et cette très grosse calvitie, qui fait que c'est un personnage comique, je trouve, qui peut avoir une très bonne saveur, comme peut l'avoir un Pierre Richard. Ouais, j'y pensais, mais en termes de comédie française, j'ai plus De Funès ou Bourvil en tête, surtout, donc Encore plus plus les ancien, années ouais. plus anciens. Hein. Donc on monte dans les années 60. Si à la limite années 80, mais encore pareil, en fait, c'est pas purement du cinéma, ce serait Coluche. Oui. Et encore, c'est même 60, c'est ancré 70. Non, C'est entre les deux. Coluche, c'est très 80. C'est hein. très 80. Peut-être que Michel Blanc aura cette aura dans 20-30 ans. Même Oui, il a déjà une certaine Mais aura. il a une très bonne aura, mais pas du tout de notre génération. Et surtout d'un point de vue cinématographique, genre, tu vois, genre, tu dis Bourvil ou De Funès, bon, bah, t'as La Grande Vadrouille, t'as le Cornio, t'as des films qui ressortent. Michel Blanc, d'accord, t'as le Splendide, donc il est dans le moule du Splendide, mais genre, en tant qu'acteur individuel, j'ai l'impression qu'il a quand même une carrière, mais genre, Viens chez moi, j'habite chez une copine, ça parle moins. Ouais, que... il a pas de film culte et connu où c'est lui la tête d'affiche, c'est ça que tu veux dire? Mais justement, genre, dans Les Bronzés, tout le monde retient Jean-Claude Duss. Genre, tout le monde a retenu le personnage de Michel Blanc. C'est le héros de Les Bronzés d'un point de Il a vue une global. scène marquante, quoi, mais après, est-ce que c'est vraiment la tête d'affiche? Non. Bah, par rapport aux autres, clairement oui. Hein. Puis quand tu regardes la carrière des uns et des autres individuellement, tu te rends compte que Michel Blanc, dans les années 80 en tout cas, avait vraiment genre une aura que les autres avaient pas. Tu regardes la carrière de Gérard Jugnot dans les années 80, elle est inexistante. Genre il a fallu attendre les choristes en fait, Ça. pour que Jugnot se trouve une vraie carrière d'acteur individuel. Thierry Lhermitte, il a attendu le dîner de con. Genre Michel Blanc, c'était la resta du Splendide dans les années 80. Clavier, il a attendu quoi Les Ah, visiteurs, peut-être, il y a Visiteurs, peut-être Clavier, Clavier. ouais, aussi. Clavier, c'est le mec qui a le plus réussi finalement. les visiteurs. Bah, finalement, Ouais. Il a enchaîné oui. Visiteurs, Astérix. Non, mais il a eu, je crois, c'est ça, hein, c'est les 3 plus grands succès. Il compte, voilà. Non, il joue dans chaque succès de chaque décennie. Genre un grand succès de chaque Ah décennie. oui. Ah bah oui, du coup, oui, année 2010, c'est ce qu'on a fait au Bon Dieu, année 2000, Astérix Mission Cléopâtre, et Les Visiteurs. et 90, Les les 3 Visiteurs. plus grands, ouais. Chaque succès de Ouais. de la décennie, il est dedans, quoi. Mais après, effectivement, l'autre film du coup que j'avais cité, c'était Tenue de soirée, qui est un film de Bertrand Blier. Et pour le coup, moi, je l'ai pas maté parce que Michel Blanc, à l'époque, c'est parce que Blier et que les quelques dialogues que j'avais vus m'avaient fait très rire. Genre, par exemple, non, mais je vais quand même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. Tu vois, c'est La genre de- fameuse scène de la torpille avec Depardieu. Là. Voilà, effectivement. Et puis de toute manière, en fait, enfin, c'est un trio. Hein. C'est Michel Blanc, Depardieu et Miu Miu. Mais effectivement, quand tu sors du film, c'est vraiment Depardieu qui t'a marqué. Et Michel Blanc, il a joué dans d'autres films de Blier. Bonne question. Ça me dit rien. Ça Ok. ne me dit rien pour le coup. Parce que Tenue de soirée, c'est l'un des plus grands. La films Buffet de- froid aussi. Hein. Buffet froid, Ouais. ouais, ok. Mais c'est Depardieu aussi, Buffet froid. C'est Ok. ça. Effectivement, je m'attendais pas à ce que vous ayez vu beaucoup de films de Michel Blanc, parce que finalement, c'est pas vraiment notre génération. Puis, il est pas dans Le Père Noël est une ordure. Il est en vocal seulement. C'est Voilà, il est c'est en- celui C'est ce que qui est je au me téléphone. disais, C'est c'est ce celui que qui je est au me disais, téléphone en qui fait fait. je t'encule Thérèse.
Mais t'as un problème avec le en fait. Non, je rigole. Mais C'est voilà. pas de ma faute, c'est ce qu'il dit. Mais du coup, voilà, je le découvre un peu sur le tard, mais je découvre que il y a une forme de personnage iconique, quoi. Je te jure que quand tu le regardes dans un film, c'est un personnage comique, mais extrêmement identifiable, le Michel Blanc humoriste des années 80. Après, voilà, sa carrière dans les années 2000-2010, l'exercice de l'État, c'était... de toute façon, il le disait au César, il était très heureux de pouvoir proposer une autre facette de son... Et surtout un dialoguiste, c'est pas qu'un comédien. Voilà, et les dialogues sont très chouettes. Mm. Franchement, c'est un super dialoguiste. La dernière chose que j'ai vue de Michel Blanc, c'était la bande-annonce où c'était quoi? C'était avec Louane. Les petites victoires, c'était Non, pas ça? il y a eu ça, mais il y a eu un autre avec Louane, c'était Marilyn et son juge, Marilyn peut-être. et son juge. Bah, c'est le dernier dans lequel il a tourné, du coup. Alors non, il y a un Non. autre film qui va sortir l'année prochaine, normalement. Alors, à moins qu'il soit annulé maintenant qu'il est mort, mais j'avais un autre film d'annoncer. donc. Et puis le côté un peu chouette par contre avec ces films, et j'ai l'impression c'est un peu global sur les comédies des années 80, c'est que ça se passe beaucoup à Paris. Et ça offre une certaine vision de la vie parisienne des années 80. Genre, tu te rends compte à quel point Paris dans les années 80 c'était très 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 sale. On a vu le périphérique qui roule à 90. Ça va aller, ouais. Ah, Le bah, périph' arrête passe à de- 50, Nadal prend sa retraite. Arrête de te déprimer comme ça, là. Mais c'est vrai que dans les années 80-90, bah, Nadal était toujours là. Il était pas né dans les années 90. Merde. Attends, non, il est né en 86, Nadal. Ah ouais, non, il est vraiment fan. Ah oui. Mais c'est vrai que Michel Blanc, non, effectivement. Moi, j'ai juste vu les bronzés font Ouais. du ski. Et... Et bah voilà, recommandation, de toute façon, c'est encore sur Canal, je pense, pour quelques jours. Viens chez moi, j'habite chez une copine. C'est Ok. vachement drôle. Marche à l'ombre, bon, moins subjugué. Oh, si je peux faire un petit reco d'un film avec Michel Blanc, Les Petites Victoires, vraiment c'était sympa. Quand Ouais, je l'avais c'est vu. bah, c'est sur Canal aussi, Et ça me c'est sur tente. Canal aussi. Je vous trouve très beau, qui apparemment est un beau rôle sur un paysan veuf qui engage une compagne. Je n'ai pas plus de choses à dire sur ça, sur Michel Blanc. C'est même pas une envie de faire hommage, parce que c'est juste que le personnage m'a intrigué maintenant qu'il est mort. C'est un peu con, hein. Mais comme tu disais, c'est quand même les gens qui connaissent pas. Il y a une sorte de petite émotion qui est passée avec Michel Blanc. Tu sens que ça touchait à une partie du public, et moi je me suis senti un peu concerné, malgré moi. Peut-être Bah, parce ça- qu'il est ancré dans la culture populaire. C'est en ça, vrai, c'est hein. peut-être ça touche aussi la fin d'une époque. Puis c'est le premier de la troupe du Splendide à s'en aller aussi, donc voilà. Bah, Anémone. Il me semble justement qu'elle était un peu genre une outsider. T'as raison. Voilà. que- Elle joue dans le Père Noël est une ordure, mais elle est même dans Viens chez moi, j'habite chez une copine, mais effectivement elle faisait pas partie de la troupe. Elle était dans les parages. D'ailleurs, elle jouait Libertine dans Viens chez moi, j'habite chez une copine, ça donne une scène très drôle dans la piscine. De toute façon, le film est drôle, c'est une reco. Ça Tu dure le 1h20. recommandes ce soir, je le regarde. Ouais, franchement, c'est honnête, hein, ça va pas révolutionner Ça se ta regarde vie. avec des parents. Ouais, en vrai, ouais, avec ta mère. Je pense que ta mère, voilà. Ok. Pas de scène gênante. C'est pas les valseuses. Non, c'est pas. Il y a des blagues sur le sexe, mais c'est pas les valseuses. Bref, moi je suis content d'avoir au moins placé voilà le Michel Blanc dans la discussion, et dire que c'est un hommage serait un grand mot, mais voilà, dire que on pense à lui. À qui vais-je donner le Joker? Fred, t'as gagné tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux, le kebab ou le Joker? Je veux les deux. T'auras le Joker. Allez, pour ton Joker, fais-nous le synopsis de Joker 3. Ah ouais. Oh, S'il y avait un Joker 3, qu'est-ce que ce serait? pas mal, non? Let's go. Ok. Bref, t'as 2 semaines pour préparer. En attendant, l'émission est à présent terminée. Je rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, sur X, sur TikTok. L'émission est à retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube. On vous fait des grosses bises et on se voit dans 2 semaines. Salut! Salut.